Et donc, je vais commencer et ma collègue Els, qui intervient à distance, terminera. Et donc, je vais commencer comme d'autres par me présenter. Donc, je suis Patrick Charlier, je suis directeur ou co-directeur d'UNIA avec Els Keitzman. On forme un collège de direction. Et d'ailleurs, depuis hier, 1er février, notre nouveau mandat de 6 ans a débuté puisque le conseil d'administration a renouvelé sa confiance dans le collège. Et donc, je n'ai pas d'autre mandat. Je ne suis pas rémunéré d'une quelconque manière par une instance, une entreprise ou autre qui pourrait rentrer en conflit avec le sujet qui est débattu aujourd'hui. Mon mandat est à UNIA et mon mandat exclusif. Et donc, je vais commencer par donner le cadre et de dire d'où nous parlons quand on parle d'UNIA. Nous avons, dès le mois de mars 2020, mis en place un système de monitoring parce qu'on a tout de suite anticipé le fait que la crise Covid et toutes les mesures qui ont été prises allaient avoir un impact sur nos métiers, sur nos missions de lutter contre les discriminations et de veiller au respect des droits fondamentaux. Et donc c'est à travers ces deux cadres-là, la loi antidiscrimination et les dispositions relatives aux droits fondamentaux, que nous avons basé notre intervention et notre analyse. Le troisième pilier, si on veut, c'est le travail d'analyse et de tri des signalements qui nous sont parvenus. Je vous donnerai quelques chiffres, mais vous devez savoir qu'au cours des 2 dernières années, 36% des signalements qui nous sont parvenus concernent la question du Covid, les mesures qui ont été prises, le CST et aujourd'hui les questions de vaccination et de vaccination obligatoire. C'est un impact significatif du travail que nous avons. Dans ce cadre-là, voilà. Quelques chiffres que je vous donne, et ici c'est simplement des chiffres sur une semaine, mais qui montrent, on n'a pas choisi cette semaine tout à fait par hasard, on voit les chiffres des signalements qui sont arrivés, et c'est la semaine où le Premier ministre Herman de Croo a tenu des propos pour lesquels de nombreuses réactions ont été enregistrées à l'égard des non-vaccinés. Et donc vous voyez ici la proportion, et il y a un impact direct de ce qui est communiqué par les responsables politiques, mais pas uniquement. Parfois, ce sont aussi des responsables scientifiques sur la saisine et les signalements dont nous faisons l'objet. Et vous voyez qu'il y a une singularité dans ces saisines, c'est ce qu'on appelle les signalements collectifs ou les signalements de masse, si vous voulez. Et vous voyez au jour d'aujourd'hui, en janvier, la carte blanche qui a été produite par Conor Rousseau, qui a été publiée par Conor Rousseau, a suscité jusqu'aujourd'hui plus de 660 signalements chez nous. Il y a eu par le passé également d'autres signalements collectifs. Il y a eu cette campagne de publicité de Humo qui tournait de manière comique ou en dérision Mark Van Ranst et un responsable politique, suscitant beaucoup de réactions aussi en disant c'est une forme d'incitation à la haine. Des propos qui ont été tenus par des scientifiques, Mark Nopen, et également par d'autres. Ce qu'on voulait souligner ici, c'est que nous ne sommes pas dupes du fait que dans ces signalements collectifs, certains d'entre eux sont orchestrés et sont organisés. On le voit, et donc on doit prendre la mesure des choses. Il y a un effet loupe qui se fait de cette manière-là. Cela étant, quand on retire ces signalements collectifs, on est aussi saisi de toute une série de situations de discrimination très concrètes en emploi, dans l'enseignement, dans la vie sociale, des personnes qui sont pointées ou stigmatisées. Et ça, ce sont des dossiers que nous ouvrons. Et pour terminer les chiffres, vous voyez qu'en 2 ans, sur plus de 20 000 signalements qu'on reçoit, 7 500, donc 36% des signalements sont en lien avec le Covid. Alors, nous avons basé notre intervention sur base d'une note que nous avions transmise au mois de décembre à Pedro Facón, commissaire Corona, qui était chargé de remettre un avis sur la vaccination obligatoire. Et la note est basée d'une part sur la vaccination obligatoire de certains groupes à risque ou de groupes vulnérables et la vaccination obligatoire plutôt
professionnels. Cela étant, nous avons étendu, puisque les questions d'actualité parlent également de la vaccination obligatoire pour tous ou l'idée d'un pass sanitaire, nous avons étendu notre réflexion au-delà de cette note qui est disponible sur notre site internet. Tiens, ça n'avance plus. Est-ce que vous pouvez avancer? Je suis désolé. Merci. Alors, première chose à dire, on parle ici du droit et du droit fondamental à la santé. Je dois rappeler, ça a probablement déjà été dit, que la santé, dans les définitions qui sont données, reprend une grande diversité de facteurs socio-économiques tels que l'alimentation, le logement, les conditions de travail sûres et hygiéniques, un environnement sain. La santé se comprend donc comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc quand on parle de la santé, c'est cet aspect-là qui doit être pris en considération. Et en termes de droits fondamentaux, le droit à la santé est repris dans différents textes internationaux, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des textes européens, la charte des droits fondamentaux, la charte sociale révisée. Il y a une singularité et une difficulté ou un paradoxe sur le droit à la santé, c'est qu'il est double. Il est à la fois un droit individuel à contrôler son propre corps, à pouvoir consentir à des soins ou à des interventions qui sont faites. Il y a là une question d'autonomie de la personne, et donc c'est à la fois un droit individuel, mais le droit à la santé est également une obligation de l'État de mettre en place un système de santé qui soit accessible et de garantir que ce système de santé fonctionne, parce que moi-même, si je suis malade, j'ai droit à avoir accès à ce système de santé. Là, on est dans une dimension plus collective. Et donc, les mesures qui sont prises, qui visent à garantir qu'il y ait du personnel en suffisance, qui ne soit pas absent pour cause de maladie, que les hôpitaux ne soient pas surchargés de personnes qui soient malades, et on sait qu'il y a eu des reports d'intervention, etc., ça touche aussi le droit à la santé. Et donc, il y a cet effet paradoxal d'une situation d'un droit individuel et d'une dimension plus collective qui rend la question de la vaccination obligatoire complexe, nuancée, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, je veux peut-être mettre en avant un avis qui a été remis par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est chargé de veiller au respect du pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il évoque la santé par 4 critères interdépendants et qui sont essentiels pour le respect de la mise en œuvre de ce droit à la santé. C'est 1, la disponibilité des soins, en ce compris la mise à disposition de personnel qualifié. 2, c'est une accessibilité de la santé de manière non discriminatoire, et accessibilité s'entend par accessibilité physique, accessibilité économique et un droit à l'information, l'accessibilité de l'information. Le 3e élément est l'acceptabilité des soins par les citoyens. C'est un élément extrêmement important dans une perspective effectivement inclusive. Et quatrième élément, c'est une qualité de soins. Et donc, ce n'est pas uniquement mettre en place un système, mais c'est un système de qualité dans ce cadre-là. Alors, nous sommes partis du postulat qu'il existe aujourd'hui un consensus scientifique, que ce soit au niveau belge ou au niveau international, par rapport à la vaccination. Alors, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas épidémiologistes, on n'est pas des experts en la matière, mais nous estimons que le consensus général aujourd'hui montre que la vaccination est efficace d'une part pour limiter le risque de contagion, ne l'empêche pas, mais quelqu'un qui est vacciné va être moins contaminant que d'autres et donc ça permet de réduire la circulation du virus. Ce n'est pas absolu, mais ça nous semble être un des premiers éléments. Et le deuxième, le consensus montre que si on est vacciné, le risque de tomber malade et surtout d'être gravement malade est réduit. On n'est pas totalement protégé, on connaît tous et toutes des personnes qui sont vaccinées, qui sont tombées malades, mais le risque d'être gravement malade et donc de devoir être hospitalisé et hospitalisé longuement est limité. On est parti de ce consensus scientifique-là. Nous savons qu'il y a des voies divergentes, mais lorsqu'on s'intéresse à cette question, c'est notre point de départ.
Deuxième élément, en termes de droit et de droit fondamental et de droit à la santé, le principe même d'une obligation vaccinale n'est pas en soi contraire au droit fondamental. Et donc une obligation vaccinale est quelque chose que nous connaissons dans notre législation et notre réglementation. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, n'est pas nouveau en termes de droits fondamentaux. Vous savez, l'obligation pour la polio, il y a des obligations vaccinales professionnelles, tétanos pour certains métiers, hépatite B pour certains métiers, tuberculose. On a signalé qu'effectivement, une obligation vaccinale sur les maladies infantiles est obligatoire pour fréquenter des crèches. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas en soi contraire aux droits fondamentaux, mais il faut évidemment offrir toute une série de garanties, notamment de nécessité et de proportionnalité, pour que cette obligation vaccinale puisse être justifiée. Pour nous, la vaccination obligatoire n'est pas un objectif, mais doit être un moyen, doit être perçu comme un moyen. Et l'objectif doit être défini, et l'objectif peut être, et nous en voyons 3 aujourd'hui qui sont partagés, et là nous partageons l'idée de la transparence. Si la vaccination obligatoire doit être mise en place, il faut être clair sur les raisons pour lesquelles et répondre au pourquoi est-ce qu'on le met en place. Alors, soit un premier objectif qui peut paraître totalement légitime, c'est de lutter contre la pandémie et la circulation du virus, et donc c'est un moyen pour pouvoir limiter cela. Un deuxième objectif peut être celui de protéger le système de santé et de garantir un système de santé qui continue à fonctionner et qui ne soit pas à la fois confronté à une absence de personnel lié à la maladie parce qu'ils seraient malades eux-mêmes ou à des malades en trop grand nombre obligeant de faire des tris ou de reporter certaines opérations ou certaines interventions. Un troisième objectif qui est peut-être plus discuté ou discutable, mais qui est aussi sur la table, c'est des soucis ou un souci de faire fonctionner notre système économique, social, de garantir la participation de chacun pour que notre société continue à fonctionner, que les écoles puissent continuer à enseigner, que les entreprises puissent continuer à travailler, pour que les théâtres puissent continuer à faire des représentations et restent ouverts, etc. Ça peut être un objectif. Et donc, il faut être clair et transparent sur l'objectif que l'on veut utiliser. Et c'est un appel que nous faisons si une législation doit mettre en place cette obligation vaccinale. Le point qui pour nous est important également, c'est que mettre en place une obligation vaccinale est une mesure qui est une mesure lourde, qui est lourde de sens, qui est importante, et c'est quelque chose, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que vous procédez à des auditions. Et si je veux traduire les questions de nécessité et de proportionnalité, pour nous, la vaccination obligatoire ne sera justifiée qu'à partir du moment où on a suffisamment de garanties que cette obligation vaccinale permettra à notre société de faire un saut qualitatif et éviter un recul en arrière. Et donc, on est là à la jonction des contraintes ou des balises juridiques, mais aussi de l'impact sociétal. Si aujourd'hui, on doit adopter une obligation vaccinale et qu'on se rend compte qu'elle n'apporte pas l'effet attendu et qu'on doit se retrouver dans 5 mois ou dans 6 mois à devoir prendre des mesures restrictives comme on a connu, comme des lockdowns, comme des fermetures de secteurs, comme des fermetures d'écoles, etc., ça risque d'avoir un impact sociétal extrêmement difficile et continuer à créer de la tension dans la société. Et donc, il faut que ce consensus scientifique soit suffisamment fort pour dire que cette obligation vaccinale nous permettra de faire ce saut qualitatif et de passer dans une nouvelle phase de notre organisation de la société. À défaut, cette obligation vaccinale risque d'être problématique à la fois sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan juridique. Et je renvoie à cet égard à l'avis que le Conseil d'État a rendu sur ce point totalement précis. Alors, oui, alors là,
3 points donnant ce cadre général, 3 points plus précis sur la vaccination des groupes à risque. On l'a dit, les personnes vulnérables. Les groupes à risque et les personnes vulnérables, c'est un concept valise. On ne sait pas, mais qui est dedans, qui est en dehors, qui décide, etc. Et donc, il faut examiner et approfondir un tout petit peu cette question de vulnérabilité. Et donc, nous nous inspirons des travaux qui ont été faits par Isabelle Haché et Louis Triaille, notamment, qui ont publié des documents sur les questions de vulnérabilité. Nous y voyons un élément qui permet d'affiner cette question de vulnérabilité. Ils font cette distinction entre 3 types de vulnérabilité. Les vulnérabilités catégorielles, ça, ce sont les grandes catégories de personnes ou de groupes de personnes qui sont couverts par les droits fondamentaux. La Convention femmes, c'est les vulnérabilités liées au genre, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, etc. Il y a là toute une série de conventions qui prévoient une protection spécifique pour ces groupes de personnes, ces catégories de personnes. Il y a d'autre part ce qu'on peut appeler des vulnérabilités intrinsèques, qui sont directement liées à la situation individuelle de la personne. Est-ce que quelqu'un a, oui ou non, des comorbidités liées à son état de santé, à son handicap, à des maladies génétiques, à des circonstances individuelles particulières. Et donc là, on parle de vulnérabilité intrinsèque. Et puis, il y a des vulnérabilités contextuelles. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas nécessairement choisies ou qu'ils ont éventuellement choisies, qui ne sont pas liées à leur profil individuel ni à leur groupe, mais qui sont notamment, c'est toutes les personnes qui sont dans des institutions, qui se retrouvent dans des lieux collectifs. On pense aux personnes détenues, on pense aux internés, on pense aux personnes qui vivent dans des maisons de repos et de soins. Et donc, ça, c'est le contexte qui peut impliquer une vulnérabilité particulière. À nos yeux, une obligation vaccinale catégorielle sur base des vulnérabilités et des groupes à risque peut, le cas échéant, se justifier sur les vulnérabilités intrinsèques ou contextuelles, donc les gens qui vivent dans des groupes ou des situations individuelles, mais pas catégorielles. Parce que toutes les personnes, par exemple, en situation de handicap ne sont pas nécessairement vulnérables liées à leur handicap. C'est une représentation stéréotypée. Toutes les personnes âgées ne sont pas nécessairement dans des situations de fragilité. Et on a vu combien, en 2020, lorsqu'on a utilisé le critère de l'âge pour faire la distinction, pour réouvrir la société aux plus et aux moins de 65 ans, ça a jeté un trouble parce que les personnes de plus de 65 ans se sont senties totalement infantilisées et déresponsabilisées, alors que certaines d'entre elles n'avaient pas nécessairement de comportement à risque et n'étaient pas nécessairement en situation plus dangereuse liée par rapport au virus. Et donc, cette question de vulnérabilité, l'autre question qui se pose de ce point de vue-là, c'est aussi de savoir si il n'y a pas un risque de tache d'huile, où on va commencer par un groupe donné, et puis ça va être les proches qui vont être aussi soumis à l'obligation vaccinale. On a vu cette espèce d'extension des mesures qui, au départ, sont limitées à des circonstances précises ou à des lieux donnés qui se sont étendues. L'exemple le plus marquant pour nous est le pass sanitaire, qui d'abord était limité aux personnes qui voyageaient en Europe, et puis on a dit on va le rendre obligatoire pour les grands événements collectifs comme le Grand Prix de Formule 1 ou les festivals. Et puis en septembre, on a parlé de le mettre à Bruxelles et dans la province de Liège. Et puis ça s'est étendu dans l'espace, ça s'est étendu dans le temps. On a dit c'est une mesure provisoire, mais on voit qu'elle est prolongée actuellement. Et donc on voit que lorsqu'on prend une mesure, il y a ce risque d'extension. Et donc si on veut parler d'une obligation vaccinale pour certains groupes, il faut veiller à ce qu'il y ait des garanties, qu'il n'y ait pas cette extension de ce point de vue-là. Et puis, important, si on parle d'une obligation vaccinale vis-à-vis des groupes vulnérables, il faut les associer à la réflexion. Il y a le principe qu'on répète de « nothing about us without us ». Et donc, il faut faire ça de manière inclusive. Et en ce sens, je renvoie au principe de politique de réduction des risques que le comité bioéthique vous a présenté tout à l'heure. La politique de réduction des risques avait été mise en place à l'époque pour lutter contre l'épidémie de sida, mais ça s'est fait
avec les groupes concernés, avec les groupes cibles, et c'est une des conditions de l'efficacité de mesures qui sont prises dans ce cadre-là. Alors, sur l'obligation au niveau professionnel, là, je vous l'ai dit, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Il faut déterminer l'objectif, et ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est l'objectif de garantir la continuité du service public. Si cette obligation professionnelle se met en place, nous appelons à ce qu'elle soit, entre guillemets, et je vais mettre des guillemets, normalisée dans le cadre d'autres mesures d'obligation professionnelle existantes, avec un rôle important du médecin du travail, avec parfois des mesures alternatives qui sont prises pour des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons de santé ou des raisons de handicap. Et là aussi, il faut être attentif à l'effet tache d'huile. Si on parle d'un certain métier, est-ce qu'on va parler d'un secteur? Et puis ça va s'étendre à toutes les personnes qui sont amenées à travailler autour du secteur. Ce risque-là nous semble aussi important. Et cette obligation vaccinale professionnelle ne peut se faire que dans le cadre, à nos yeux, de la concertation sociale qui fait partie aussi de notre culture de concertation. Et enfin, sur l'obligation générale, alors notre avis à Pedro Facón ne la touche pas. Il y a une question qui se pose et un point d'attention, et quand on voit ce qui se fait dans d'autres pays sur des obligations vaccinales, on veut éviter qu'il y ait une sorte de luxe vaccinal, c'est-à-dire que s'il y a des amendes qui sont mises en place pour le non-respect de l'obligation vaccinale, que certains puissent se permettre de payer et de ne pas se faire vacciner. Ça peut être aussi une forme de distinction qu'il y a au niveau des statuts socio-économiques. Cela étant, la question de l'obligation générale, et les autres aussi, c'est la question du contrôle. Comment est-ce que le contrôle se fait? Si l'obligation vaccinale générale est mise en place, il nous semble que le contrôle doit revenir au niveau de la puissance publique. Nous voyons que le contrôle aujourd'hui du CST, qui est généralisé par toute une série de personnes qui peuvent télécharger le Covid scan, ça donne un a priori de légitimité, et nous avons énormément de dossiers où on voit qu'il y a des abus dans les contrôles qui sont faits. Il y a des personnes qui mettent en place des contrôles en dehors du cadre légal et réglementaire. On est saisi de ce type de dossier, ou bien avec un risque discriminatoire lorsqu'on étend la possibilité de contrôle, le fait de contrôler plus tel profil de personne ou tel type de personne et pas d'autres constitue un risque discriminatoire. Et donc le contrôle de l'obligation vaccinale générale doit revenir à la puissance publique et ne doit pas être délégué aux cafetiers, aux restaurateurs, aux salles de spectacle, etc. C'est peut-être une opportunité de reprendre cette idée-là. Nous sommes sensibles à l'idée que l'obligation vaccinale pourrait éventuellement permettre de dépasser la polarisation entre vaccinés et non vaccinés. C'est quelque chose auquel on peut être sensible. Se pose la question aussi de savoir, quand on dit toute la population, est-ce que c'est les mineurs, oui ou non? Et là, il est important de se concerter, notamment avec le délégué général aux droits de l'enfant et le Kinderrechtscommissaris de ce point de vue-là, dans ce cadre-là. Et donc, voilà, j'en ai terminé et je donne la parole à Els Keitsman, ma collègue. Dankjewel, Patrick. En van mijn kant dank aan deze commissie om ons uit te nodigen. Zoals gezegd, samen met Patrick vormen wij het directiecollege bij UNIA. Qua andere mandaten misschien meegeven dat ik lid ben van ECRI, dat is de European Commission on Racism and Intolerance, hangt af van de Raad van Europa. En ik ben ook plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Europees Bureau voor de Grondrechten. Maar het gaat dus om 2 organen die dan op internationaal vlak met dezelfde thema's bezig zijn als waarmee UNIA zich bezighoudt en waarvoor wij zijn opgericht. Ik ga dezelfde oefening maken als mijn collega Patrick heeft gedaan over de vaccinatieplicht, maar eerder focussen op de vragen en aandachtspunten die rijzen bij een vaccinatiepas.
Waarbij we, en eerdere sprekers hebben het ook al gezegd, hè, als we kijken naar de vaccinatiepas, dan kan je die zien als een instrument om een ander instrument eigenlijk te bekomen. Hè. Het is eigenlijk een verkapte vaccinatieverplichting of een slinkse vaccinatieverplichting, zoals eerder de sprekers van het Comité voor Bioethiek het hebben omschreven. En als ik de nota van de coronacommissaris goed heb gelezen, ontwaar ik toch ook wel een koppeling tussen die beide beleidsopties. Plicht enerzijds en pas anderzijds, waarbij de tweede wordt gezien als een manier om eigenlijk de eerste niet te moeten invoeren of eraan te ontsnappen. Dus ook bij de oefening van hoe moeten we kijken naar zo'n vaccinatiepas, moeten we heel veel vragen beantwoorden. En de eerste vraag die we moeten beantwoorden, net zoals bij die verplichting naar legitimiteit van de maatregelen, moeten we dat hier ook doen. En opnieuw, we weten allemaal, we zeggen dat allemaal, dat natuurlijk de bestrijding van de verspreiding van het virus, of ook bijvoorbeeld de ondersteuning van ons gezondheidssysteem, zeker legitieme doelstellingen zijn. Maar ook hier moeten we ons de vraag stellen, zijn er niet minder ingrijpende maatregelen, zijn er niet minder verregaande middelen, zijn er alternatieven die minder ingrijpend zijn om deze doelen te bereiken? En dan gaat het allemaal om vragen als, is dit instrument wel proportioneel gezien de situatie vandaag? Hè? Bijvoorbeeld, we hebben vandaag al een zeer hoge vaccinatiegraad. En dan stelt zich de vraag, welk systeem is dan een pas? Welk systeem zet je eigenlijk dan op poten om nog een kleine overblijvende niet gevaccineerde groep op die manier alsnog te dwingen, te motiveren om zich wel te laten vaccineren? Met welke investeringen wil je welk extra resultaat eigenlijk bereiken? Tweede vraag die we ons zeker moeten stellen gaat over het gebruik van de persoonsgegevens. Hè. Er worden nu eenmaal persoonsgegevens gecommuniceerd bij het gebruik van een communicatiepas. En stelt zich toch wel de zeer belangrijke vraag of we als bevolking, als burger, op die manier niet al te gemakkelijk gewend geraken aan het delen van onze privégegevens, onze persoonsgegevens. En geraken we niet al te gemakkelijk gewend aan het toezicht en de controle die op dit systeem op deze manier wordt georganiseerd. Want het gaat hier om controle van persoonsgegevens die in handen werden gelegd of zal worden gelegd van, zoals we hebben gezien met het CST, niet opgeleide particuliere personen. Het systeem is opgezet als een systeem waarbij iedereen controleert. En het staat en valt dus ook met de bereidheid van de bevolking, van de burgers, om elkaar te controleren. En niet alleen de pas te controleren, maar ook heel vaak het laten zien van je identiteitskaart. En dan hebben we natuurlijk ook de vraag, hoe kan je dan verhaal maken? En welke rechtsmiddelen heb je tegen misbruik van je gegevens of illegaal gebruik van je persoonsgegevens? Welk verhaal kan je maken tegen het misbruik van de controle op je persoonsgegevens enzovoort? Andere belangrijke vraag is natuurlijk, wat met de rol van het parlement en de parlementen? Want opnieuw, als we terugkijken naar het CST, hoe het CST werd ingevoerd, het goedkeuren door de parlementen van het systeem van het CST was eigenlijk quasi een formaliteit na een interfederaal akkoord. En op regeringsniveau werd afgesproken. En dan stelt zich toch de vraag, is de vaccinatiepas dan opnieuw een manier om het debat niet in het parlement te brengen? Of is dat het gevolg? Het gevolg van nadenken over zo'n systeem? Patrick heeft er daar straks ook naar verwezen en het geldt ook hier. Wat met het risico op uitbreiding van de maatregelen, het uitbreidingseffect of het olievlek-effect. En dan moeten we toch kijken van over welk deel van de bevolking spreekt men, bijvoorbeeld vanaf welke leeftijd willen we het opleggen. Komt dan op een gegeven moment ook de vaccinatie van minderjarigen op de radar? Zullen minderjarigen dan ook een vaccinatiepas opgelegd krijgen, in plaats van dat de vaccinatie wordt aangeboden? Want dat olievlek-effect, of misschien eerder een rimpeleffect, eerder een indirect effect van uitbreiding, hebben we in het verleden gezien. Eerst was het op Europees niveau het Europees reispaspoort. Enkel wie gevaccineerd werd, kon dan reizen. Het was om internationaal reizen mogelijk te maken. Dan in ons land werd het CST ingevoerd. En plots had je bijna overal een CST nodig om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Ik wil ook verwijzen naar wat bijvoorbeeld de kinderrechtencommissaris hierover eerder al heeft gezegd, welke vragen zij zich ook stelt. En ook die rimpeleffecten of die olievlek-effecten of die uitbreidingseffecten vaststelt. Wat bijvoorbeeld vandaag met het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde jongeren, wat bijvoorbeeld met de toegang tot evenementen, wat betreft de duur van de quarantaine op school, waar blijkbaar een verschil wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde jongeren. En de kinderrechtencommissaris vreest bijvoorbeeld ook voor het onderscheid dat men zal beginnen maken voor kinderen van 5 tot 12, alsmaar jonger, wat voor de kinderrechtencommissaris uiteraard zeker niet kan. En we stellen dus eigenlijk vast dat heel veel personen in heel veel verschillende situaties plots op dezelfde manier worden behandeld. Wat natuurlijk heel moeilijk is. Dat wat betreft het kader, heel veel vragen die we moeten stellen van hoe wordt dit georganiseerd en wat zijn allemaal de mogelijke effecten, welke vragen moeten we ons stellen. Maar we moeten natuurlijk ook inzoomen op de mogelijke maatschappelijke impact. En bij het stellen van die vragen, en de vraag stellen is dan ook voor een stuk proberen te beantwoorden, dan ontwaren we ook duidelijke, het is nog de vorige slide waar ik nog even dieper wil op ingaan. We ontwaren dus toch duidelijk risico's op mogelijke discriminatoire profilering. Patrick heeft er daar ook naar verwezen. En eigenlijk zijn we in naam van de veiligheid in een situatie terechtgekomen, waarbij iedereen wordt gecontroleerd, en dan ook nog eens door iedereen. En we evolueren eigenlijk van een heel belangrijk leidend principe, dat best wordt gehanteerd in heel veel beleidsdomeinen en zeker in het domein van de zorg. We evolueren eigenlijk van het principe van voorzorg, voorzorgsprincipe in acht nemen, naar het principe van voorspelling. En het is ook waar in Frankrijk onze collega's van de Défenseur die de droit hebben op gewezen op het gevaar van de tendens naar voorspellend recht. En dat is wat we toch ook hier zien met de mogelijke invoering een vaccinatiepas. En dan moeten we de vragen blijven stellen als we een vaccinatiepas invoeren. Blijft de mogelijkheid geboden worden om ook het herstelcertificaat en de PCR-test als alternatieven te gebruiken? Het antwoord is voor sommigen blijkbaar nee, maar dan zal het heel belangrijk zijn om dit goed te motiveren en om goed uit te leggen aan mensen dat je niet langer een PCR-test of een herstelcertificaat mag gebruiken om toch te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Want hebben we gezien bij het CST, net die alternatieven hebben een hele belangrijke rol gespeeld als maatschappelijke gelijkmaker op een bepaald moment. En dat is ook de reden waarom we daar blijven voor pleiten, om dit blijvend mogelijk te maken. Met de uitleg die mijn collega Patrick heeft gegeven en met de korte analyse die ik heb gedaan wat betreft de vaccinatiepas, hebben wij eigenlijk bij UNIA bij het stellen met al die vragen rond al die belangrijke thema's, rond de noodzaak van de maatregelen, rond de proportionaliteit, rond de mogelijke impact op stigmatisering, mogelijke impact op polarisering. Zijn er alternatieven voorhanden die minder ingrijpend zijn? Op basis van een aantal belangrijke principes hebben wij eigenlijk een toetsingskader ontwikkeld dat ons toelaat om op een bepaald tijdstip aantal maatregelen grondig te analyseren. Dat tijdstip is natuurlijk heel belangrijk, dat hebben vorige sprekers ook gezegd, want de evaluatie of de toetsing van een maatregel en de gevolgen daarvan en de impact daarvan zijn natuurlijk gebaseerd op de huidige stand van onze kennis over het virus en zijn varianten, de gevolgen daarvan voor de besmettelijkheid, hoe ziek we ervan kunnen worden, over de werking van de vaccins enzovoort. En bij het behandelen bijvoorbeeld van meldingen die wij binnenkrijgen of bij het analyseren van overheidsmaatregelen die worden genomen of die men wil nemen, gebruiken dit toetsingskader. En u ziet op de slide al vragen die wij ons dus stellen. Wat is het doel van de maatregel? En is een maatregel noodzakelijk om het doel te bereiken? Zijn de voorgestelde instrumenten om dit doel te bereiken proportioneel? Met andere woorden, zijn er geen andere instrumenten die minder inbreuk maken op onze grondrechten? Of zijn er combinaties van middelen mogelijk die minder inbreuk maken? Hoe zit het met de legaliteit, de voorspelbaarheid en de leesbaarheid van een maatregel?
Welke controle wordt er georganiseerd op die doeltreffendheid en wie moet die controle uitvoeren? Hoe zal die controle gebeuren? Welke sancties worden er voorzien en welke gevolgen hebben die sancties bijvoorbeeld voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en welke rechtsmiddelen zijn er beschikbaar en bekend tegen die voorgenomen sancties? En welk effect heeft de maatregel op het gebied van stigmatisering? Wat zijn de gevolgen voor polarisering in onze samenleving? En zijn er afwijkingen of uitzonderingen mogelijk op de maatregel of op de controle of op andere aspecten? En met dat toetsingskader en met alle vragen die we hebben ons gesteld, Patrick daar straks, ik zo net ook wat betreft de vaccinatiepas, kunnen we eigenlijk tot een raster komen, kunnen we eigenlijk tot een canvas komen om al die maatregelen te toetsen. En hier ziet u een hele korte samenvatting van zo'n raster. Het is eigenlijk een samenvatting van onze analyse van de verschillende reeds genomen maatregelen in het verleden of de voorgestelde maatregelen die vandaag op tafel liggen. De invulling van die rasters is natuurlijk veel uitgebreider dan de visuele samenvatting die u hier ziet. Maar het is met andere woorden toch wel een kader voor besluitvorming. Ook al is de inhoud van sommige velden in dit raster natuurlijk compleet afhankelijk van wat er juist beslist gaat worden. Bijvoorbeeld wordt een beslissing genomen via een wet of net niet. Wat is bijvoorbeeld de aard van de definitie van de groepen die als risicogroep worden omschreven of als kwetsbare groep worden omschreven enzovoort. Maar op die manier, door het stellen van al die vragen, het proberen te geven van al de antwoorden op die vragen, kan je komen tot die visuele voorstelling zoals u die hier zit. Als ik er eentje mag uitnemen rond proportionaliteit bijvoorbeeld, als we kijken naar de vaccinatieplicht voor doelgroepen, moet je bijvoorbeeld een vraag stellen, hoe zit het met de proportionaliteit als het vaccin niet werkt voor een nieuwe variant? Hoeveel doses zijn ervoor nodig? Idem voor de algemene vaccinatieplicht. Als we dan kijken naar de vaccinatiepas, ja, dan kan je de vergelijking maken met het CST, dat eigenlijk op een andere manier toch minder inbreuk had op onze rechten en iets veiliger was. Maar dan moet je weer kijken naar de situatie van vandaag. We zitten met Omicron-variant, komen dan binnenkort in de endemische fase. En moet je dan in een endemische fase een vaccinatiepas invoeren? Met andere woorden, waar is de logica van het nemen van die maatregel op dat moment? Maar als je heel concreet gaat in bepaalde situaties, wil dat dan zeggen dat niet gevaccineerde bezoekers van kwetsbare mensen die in instellingen wonen, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, mogen die dan hun familieleden niet meer bezoeken? En wat betekent dat dan voor het recht op bezoek of het recht op gezinsleven? En zo ziet u hier dus hoe wij die maatregelen allemaal hebben proberen te analyseren en hebben ingeschat. En dan komen we eigenlijk tot het besluit dat een verplichte vaccinatie een hele sterke, maar ook onomkeerbare maatregel is. Als je eenmaal bent gevaccineerd, dan ben je eenmaal gevaccineerd. En dat de rechtvaardiging van een verplichting zeer goed omschreven moet worden. Er moet met andere woorden een voldoende grote en een voldoende kwalitatieve sprong genomen worden om een plicht te rechtvaardigen. Want anders kan je die evenredigheid daarvan en de noodzakelijkheid daarvan niet langer aantonen. Een algemene vaccinatieverplichting of de vaccinatieverplichting voor bepaalde doelgroepen of de vaccinatieverplichting op de werkvloer gaat gepaard met controles. Een verplichting gaat nu eenmaal gepaard met controles. Blijkbaar wil men dit blijven leggen bij de burger. Dat is toch iets wat goed moet bekeken worden. En ook de controles zullen regelmatig moeten herhaald worden, blijvend gevoerd worden, omdat het vaccin per definitie niet werkt voor eens en voor altijd. Ook de vaccinatie moet regelmatig worden vernieuwd, omdat, zoals eerdere sprekers het eigenlijk al hebben aangegeven, dat de werking ervan afneemt of dat er nieuwe varianten opduiken. Heel belangrijk is dat het nodig is om de maatregelen in de tijd te beperken. Dat hebben andere sprekers ook al gezegd. En het is echt nodig om zeer regelmatig te evalueren en te herevalueren, zowel wat betreft de noodzaak van een maatregel als de proportionaliteit ervan. En algemeen is het heel belangrijk om goed te communiceren, ook over de gevolgen voor de meest kwetsbaren, die heel goed in acht te nemen.
zeer belangrijk om de polarisering die er echt wel is in onze maatschappij tegen te gaan en ook om stigmatisering van bepaalde groepen in onze samenleving te vermijden en ook tegen te gaan. En hierbij hebben we vanuit UNIA onze bijdrage willen leveren aan het zeer belangrijke maatschappelijke en parlementaire debat in de strijd tegen het virus en de maatregelen die daartegen genomen worden. Dank u wel. Oui, je vais aborder 3 points en essayant d'être bref et de donner la parole à ma collègue Els après. Première chose, par rapport aux différents types de mesures qui sont possibles. On a parlé du pass sanitaire, il y a eu des questions là-dessus, 1G, 2G, 3G, CST, obligation vaccinale. De notre point de vue et par rapport à notre mandat, nous sommes partisans d'avoir les mesures qui soient les plus inclusives possibles, qui puissent concerner et impliquer le plus de monde possible. En ce sens, et pour caricaturer, et je caricature, mais pour bien me faire comprendre, à choisir, on préférerait avoir une obligation vaccinale généralisée qui implique toute la population que de mettre en œuvre un pass sanitaire qui va morceler la situation et faire des groupes différents. Cela étant, l'obligation vaccinale, on entend aujourd'hui, et ça a été confirmé, que sur un plan médical comme sur un plan psychologique, le temps est passé, l'opportunité est passée d'intégrer aujourd'hui l'obligation vaccinale avec la situation d'Omicron. Il peut être intéressant de réfléchir sur le moyen-long terme et, comme ça a été dit, d'avoir un cadre général qui permettrait d'activer l'obligation le jour où ça se justifie parce qu'il y a un variant qui, un jour, nécessiterait une obligation plus importante et où il y aurait un vaccin qui montrerait une efficacité dans le temps notamment plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui que la diminution de la protection arrive assez rapidement, on parle de quelques semaines, de quelques mois. Et donc avoir aujourd'hui et réfléchir à un cadre est intéressant. Sur l'obligation vaccinale, sur certains groupes, Madame Roni, vous avez parlé des personnes âgées, j'ai demandé ici à mon collègue Vincent Iserbit. Aujourd'hui, les personnes âgées sont vaccinées à 90 à 95%. Est-ce qu'il est justifié d'introduire une obligation vaccinale pour ce groupe-là? Est-ce que le saut qualitatif va faire que si on va passer de 95 à 96 à 97%, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En posant la question, j'émets un fort doute de ce point de vue-là. Dernière chose, Madame Fonck a posé la question sur le plan international. Je veux, de ce côté-là, témoigner du fait que UNIA fait partie d'un réseau européen d'organes de promotion de l'égalité qui s'appelle Equinet, et qu'à cette occasion-là, nous avons eu plusieurs réunions de travail avec nos homologues dans tous les pays de l'Union européenne, et les problématiques se posent de la même manière en termes de protection des droits fondamentaux, de risques de discrimination, des mesures et des restrictions qui sont abordées. Et donc, il n'y a pas de singularité de ce qui se passe en Belgique par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense que chacun est confronté en termes à la fois de lutte contre la pandémie, de protection des droits et d'éviter d'éventuelles différences de traitement qui mènent à des discriminations dans des termes qui sont relativement similaires. Il y a quelques singularités nationales, mais du point de vue de ce que nous appliquons comme principe, comme législation et comme réglementation, on est confronté aux mêmes défis. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que ma collègue a fait référence au défenseur des droits en France, qui est notre homologue. Et avec ça, j'ai terminé. En als ik mag aanvullen, wou ik even inpikken op de vraag van meneer De Rover rond het al dan niet afsplitsen van essentiële en niet-essentiële rechten. En eigenlijk ook aanvullend op wat meneer Goffin heeft gezegd. Vanuit de grondrechtenbenadering zijn rechten. Wij doen het eigenlijk vanuit de grondrechtenbenadering en niet zozeer vanuit een bepaald nuttigheidsdenken, zoals u het heeft genoemd. Dus wij kijken daar echt uit van die specifieke benadering vanuit onze opdrachten en onze missie. En vanuit de grondrechtenbenadering zijn grondrechten één en ondeelbaar. Er is eigenlijk geen onderverdeling tussen burgerrechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten. Een onderverdeling
die rechten heel scherp van elkaar afscheidt. Want het is eigenlijk zo dat de verwezenlijking van het ene recht bijdraagt aan de verwezenlijking van het andere recht. En ook de inperking van het ene recht draagt dan ook bij of heeft gevolgen voor de inperking van het andere recht. We hebben dat gezien doorheen heel de aanpak van de pandemie, lockdown, de eerste lockdown, de andere lockdowns en andere maatregelen. We hebben dat heel duidelijk gezien. Dus als er een onderscheid wordt gemaakt, dan is dat onderscheid politiek. En het invoeren van maatregelen, zoals bijvoorbeeld de vaccinatiepas, leidt inderdaad of zou moeten leiden naar een grondige maatschappelijke politieke discussie van wat essentieel is, wat wij als maatschappij, wat de politiek als essentieel beschouwt en wat niet, naast alle andere vragen en overwegingen die daarbij horen. En ik had in de inleidende uitleg ook het voorbeeld gegeven van maatregelen die op een gegeven moment worden genomen om een welbepaalde reden en die dan toch niet tijdelijk blijken te zijn of dan uiteinden. Hè. Zoals de reispas was eerst Europees om internationale reizen mogelijk te maken. Daarvan zou je kunnen redeneren voor mensen die echt nood hebben aan vakantie. Hè. Vakantie is inderdaad een bepaald recht. Je zou dan kunnen redeneren, je kan ook in eigen land op vakantie gaan. Maar kijk, die pas is er gekomen, plots wordt die uitgebreid naar een CST en plots zitten we vandaag in de situatie dat het CST dient voor zowat alles om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, tot zelfs, we krijgen zelfs meldingen binnen, dat die wordt gevraagd om toegang te krijgen tot de zorg. En zelfs wordt CST, zo krijg je ook bepaalde meldingen, zelfs misbruikt om het eigenlijk te zien als een vaccinatiepas, waarbij zelfs zorgvertrekkers eisen dat je bent gevaccineerd voor je mag plaatsnemen in de tandartsenstoel. Nu bestaan er sectoren die als essentieel worden gezien als we redeneren vanuit de verplichting van de overheid om onze veiligheid te waarborgen of om het maatschappelijk leven te organiseren, om onze maatschappij te doen draaien. Hè. Denk aan brandweer, ambulancediensten, de zorg enzovoort. En wat betreft het antwoord van nu de ene sector essentieel maakt en de andere net niet, ja, dat toont nu net het ongelooflijke cruciale belang aan dat de parlementen zich kunnen buigen over al die kwesties. Hè. Het evenwicht tussen individuele vrijheid en het collectieve belang. Vrijheid van onderneming enerzijds en de volksgezondheid. Vrijheid van verkeer en het recht op gezondheid, enzovoort, enzovoort. En ben het eigenlijk ook 100% eens met meneer De Biezer dat een hoorzitting als vandaag ontzettend belangrijk is om die inputs vanuit verschillende invalshoeken te kunnen krijgen. Hè. Dat is onze bijdrage aan jullie denkwerk om al die afwegingen op een goede manier te kunnen maken. En ik kom zo bij de vraag die vanuit de fractie van Vooruit is gesteld. Hè. Er werd zo vastgesteld dat wij veel vragen stellen. En welk antwoord bieden we? Wel, wij hebben eigenlijk een manier van net al die afwegingen aangeboden. En we hebben het visueel weergegeven, helemaal op het eind met de raster met die kleurtjes. Ja, die kleurtjes zijn natuurlijk het resultaat van al de antwoorden die we hebben geprobeerd te formuleren op een aantal vragen. En soms is de vraag stellen ook het antwoord geven. En ja, Patrick heeft heel duidelijk aangegeven dat we om die reden de vaccinatiepas toch een veel minder goede maatregel vinden, een veel invasievere maatregel vinden dan de andere die op een gegeven moment werden overwogen. Dus zo'n denkwijze, dat bieden wij aan als input. En ook collega's die vandaag aan het woord zijn geweest, hebben op een andere manier, vanuit andere invalshoeken, ook die manier van nadenken, redeneren en dan uiteindelijk tot een bepaalde beslissing komen meegegeven. Dus ja, maak er alstublieft gebruik van. En helemaal om af te sluiten zou ik als lesson learned ook willen meegeven. Ik heb het ook heel visueel gezien in de nota van de coronacommissaris. Dus dat beslissingsraster, de analyseraster, al die aspecten. Is een maatregel noodzakelijk? Is het doel legitiem? Is een maatregel wel proportioneel? Belangrijk, zijn er geen minder ingrijpende maatregelen om op een andere manier en dan hetzelfde doel te bereiken, waar met de wettigheid worden de doelgroepen voldoende betrokken in het overleg, in de dialoog,
nog welke controlemaatregelen voorzien. We zijn er voldoende uitzonderingen op een aantal zaken, bijvoorbeeld rond sancties of verhaal tegen de sancties enzovoort. En dan denk ik dat je altijd uitkomt, en zeker als je de minst ingrijpende, de minst invasieve maatregelen overweegt op het fameuze Zwitserse kaasmodel. There is no silver bullet. Dus het Zwitserse kaasmodel waar je al die schelletjes kaas met gaten achter elkaar zet. En ik denk dat we vooral daar moeten naar kijken. Het zal steeds een mix van maatregelen zijn die ervoor zorgt dat we de strijd tegen een pandemie kunnen aangaan, maar inderdaad allemaal samen. En inderdaad, als wij zien dat de impact op bijvoorbeeld meest kwetsbare groepen, zoals terecht is gezegd door de spreker van PvdA, want dat hebben we ook doorheen heel de pandemie gezien, welke grote gevolgen er zijn voor bepaalde groepen in de samenleving. En de vaststelling dat we helemaal in een inclusieve maatschappij leven en dat de ongelijkheden die er bestonden door de pandemie zijn versterkt, maar ook door de aanpak van de pandemie zelfs nog zijn uitvergroot. En daarom het Zwitserse kaasmodel misschien toch bij de hand nemen en aan de hand van beslissingsrasteranalyses te komen tot de best mogelijke maatregelen die we inderdaad allemaal samen zullen moeten uitvoeren en kunnen volgen. Rest mij jullie nog te bedanken voor jullie luisterbereidheid en de vele vragen en de kans die we hebben gekregen om hier een aantal dingen toe te lichten.